Mon frère a exigé un test ADN pour m'exclure du testament de mon père, mais lorsque le notaire a ouvert l'enveloppe, il ne m'a pas regardé, il l'a regardé, lui. J'ai passé 18 ans à entendre que je n'étais pas à ma place ici. Ma belle-mère, Élodie, me dévisageait de l'autre côté de la table. Couvert en argent massif sur de la porcelaine de Limoges, tout était parfait, tout était calculé. Et elle disait, assez fort pour que papa entende, c'est étrange, Jean-Pierre. Il ne te ressemble pas du tout. Mon frère, Maxence, éclatait de rire. Ce rire sec, aboyant, qui me crispait les épaules. Peut-être qu'il n'est même pas vraiment ton fils. Peut-être que maman a eu une aventure avec le facteur. Ma vraie mère est décédée quand j'avais 3 ans. Un cancer. Je ne me souviens pas de son visage, seulement de l'odeur de son parfum. Quelque chose de floral et de doux qui a disparu le jour où Élodie a emménagé chez nous. Pendant 18 ans, je les ai crus. Alors, quand papa est mort le mois dernier et que Maxence s'est levé lors de la lecture du testament, exigeant que je fasse un test ADN pour prouver que je méritais une part de l'héritage, je n'ai pas été surpris. Ce qui m'a surpris, c'est ce qui s'est passé quand le notaire a ouvert l'enveloppe. Il ne m'a pas regardé, il a regardé Maxence. Je m'appelle Mathieu Dubois, j'ai 34 ans, et je suis analyste financier senior chez Lefebvre et associé à la Défense. Je vis dans un 2 pièces dans le 15e arrondissement de Paris. Je conduis une Peugeot 208 vieille de 7 ans et je ne parle à personne de la maison de mon père depuis l'âge de 17 ans. C'est à ce moment-là que je suis parti, en classe de terminale. J'ai fait un sac à 1h du matin, j'ai franchi la grande porte de la propriété des Dubois et je ne me suis jamais retourné. J'ai appris la mort de papa par un courriel, pas un appel, ni un message, un courriel de son notaire, maître Antoine Lévy, disant que Jean-Pierre Dubois était décédé d'un AVC le 8 novembre et que ma présence était requise pour la lecture du testament. Le courriel était formel, froid, comme si j'étais un partenaire commercial, pas son fils. Je l'ai fixé pendant 3 heures avant de répondre. La propriété des Dubois s'étendait sur 5 hectares à Neuilly-sur-Seine. Une maison de maître en pierre de taille, des colonnes classiques, une allée circulaire avec une fontaine au centre. Le genre de maison qui apparaissait dans les magazines sous des titres comme Élégance à la française. Je suis arrivé dans ma Peugeot, des taches de rouille sur le pare-choc, une fissure sur le pare-brise, et j'avais l'impression de conduire un vélo à une convention de Bentley. Élodie était à la fenêtre. Non, pas de deuil sur son visage, de l'anxiété, comme si elle se préparait à un impact. La maison était remplie de parents que je reconnaissais à peine, des cousins au second degré, des partenaires commerciaux, des gens qui chuchotaient quand je passais. Juste là pour l'argent. 17 ans, aucune visite. Quel fils! Maxence était au centre de la pièce, portant un costume Tom Ford gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Cheveux parfaitement coiffés, Rolex au poignet, l'enfant prodige à tous les égards qui comptait pour cette famille. Il m'a vu et a souri. Pas amicalement, victorieusement. Mathieu, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. C'est bien que tu aies pu venir. J'ai hoché la tête. Je ne lui ai pas serré la main. Maître Antoine Lévy est apparu à la porte. La soixantaine, lunettes à monture métallique, 37 ans de pratique en droit successoral, selon la plaque dans son étude. Tout le monde, s'il vous plaît, à la bibliothèque. Nous sommes entrés en file indienne dans la bibliothèque où papa avait l'habitude de me lire des histoires quand j'étais petit. Avant Élodie, avant Maxence, avant que tout ne devienne froid. J'ai pris un siège au fond. Maxence et Élodie se sont assis au premier rang, au centre, comme s'il assistait à une première à l'Opéra Garnier. Maître Lévy s'est éclairci la voix. Avant de commencer, il y a une question qui doit être traitée. Maxence s'est levé. En fait, Maître Lévy, j'ai quelque chose à dire. D'abord, il s'est tourné pour faire face à la salle, 32 personnes le regardant en retour. Le testament de mon père stipule que son héritage sera divisé entre ses enfants biologiques. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais il y a eu des spéculations pendant des années pour savoir si Mathieu est vraiment le fils de papa. Des murmures ont parcouru la salle. Je pense que dans l'intérêt de la justice et de la clarté juridique, Mathieu devrait faire un test ADN pour prouver qu'il est biologiquement lié à Jean-Pierre Dubois. La salle a éclaté, les voix se chevauchant. C'est ridicule. En fait, c'est raisonnable. C'est une question d'argent, pas de famille.
Élodie s'est levée à côté de Maxence. Je déteste dire ça, mais j'ai toujours eu des doutes. La première femme de Jean-Pierre, elle avait un passé compliqué. C'est juste responsable de vérifier. Mes mains agrippaient les accoudoirs de la chaise. Chaque regard dans la salle était sur moi. D'accord, ai-je dit calmement. La salle est devenue silencieuse. Je vais faire le test. Je me suis levé. Mais le testament dit enfant biologique. Pour être tout à fait juste, toutes les personnes prétendant à l'héritage ne devraient-elles pas être testées? Maxence a ri. Ça me va. Je n'ai rien à cacher. Mais quelque chose est passé sur le visage d'Élodie juste une seconde. La peur. La semaine suivante a semblé s'écouler au ralenti. Maître Lévy a organisé le test ADN via Génélab, un laboratoire certifié à Paris. Le docteur Isabelle Fournier, spécialiste en ADN médico-légal avec 23 ans d'expérience, superviserait le processus. Nous aurons besoin d'échantillons de vous deux, a expliqué le docteur Fournier dans son bureau. Mur blanc clinique, microscope, unité de réfrigération bourdonnante. Il s'agit d'une procédure simple avec des écouvillons buccaux. Nous comparons votre ADN aux dossiers médicaux de Jean-Pierre Dubois. Les résultats sont généralement disponibles sous 5 à 7 jours. Maxence est passé en premier, confiant, souriant comme s'il allait à un simple détartrage. Je suis passé en deuxième. Ma main tremblait quand le docteur Fournier a passé l'écouvillon à l'intérieur de ma joue. Nerveux? A-t-elle demandé. Vous ne le seriez pas? Les résultats ne mentent pas. Quelle que soit la vérité, vous aurez de la clarté. La clarté, comme si cela réparait 18 ans à entendre dire que je n'avais pas ma place. Je suis resté à l'hôtel Mercure près de Neuilly. Je ne pouvais rien me permettre de mieux. Je ne pouvais pas supporter de rester à la maison. Maxence m'a envoyé un message le lendemain, les obsèques de papa, c'est jeudi, 11h. Église Saint-Pierre de Neuilly, essaie d'avoir l'air respectable. Je suis apparu dans mon seul costume bleu marine de chez Galeries Lafayette, acheté pour des entretiens d'embauche il y a 3 ans. L'église était bondée. 400 personnes, des sénateurs, des PDG, des juges. Un placeur m'a trouvé à la porte. Non, Mathieu Dubois. Il a vérifié son presse-papier. Vous êtes dans la section C. Dernière rangée. Derrière les cousins éloignés que j'avais rencontrés 2 fois. Derrière les partenaires commerciaux de papa, derrière des gens qui ne le connaissaient même pas. Le programme listait les membres de la famille en calligraphie élégante. Épouse, Élodie Dubois. Fils, Maxence Dubois. Autres parents, Mathieu Dubois. Pas fils, pas famille. Autres. Maxence a prononcé le premier éloge funèbre. Il a parlé de l'empire commercial de papa, de sa philanthropie, de son dévouement à la famille. Mon père m'a tout appris. Comment négocier, comment diriger, comment être un homme. Il s'est étranglé. De vraies larmes. Ou peut-être que Maxence était juste un très bon acteur. Élodie a prononcé le deuxième éloge. Elle portait du Prada noir, des perles, un chapeau à voilette. Jean-Pierre était mon roc, mon partenaire, l'amour de ma vie. Notre fils Maxence était sa plus grande fierté. Elle n'a jamais dit mon nom, pas une seule fois. Après la cérémonie, je suis resté seul près de la sortie, tandis que tous les autres se réunissaient dans la salle de réception. Petit four, champagne, des rires qui semblaient obscènes. Puis, la femme de ménage m'a trouvé. Maria Lopez, 63 ans. Elle travaillait pour papa bien avant ma naissance. Monsieur Mathieu, a-t-elle chuchoté en pressant quelque chose dans ma main. 3e étage. Le bureau, celui qui est verrouillé. Il voulait que vous voyiez. Quoi? La clé et la vérité. J'ai attendu jusqu'à 1h du matin. Tout le monde était parti. La maison était sombre, à l'exception des lumières de sécurité. J'ai utilisé la clé que Maria m'avait donnée. Le bureau du 3e étage était verrouillé depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Le bureau privé de papa. Accès strictement interdit. La porte s'est ouverte avec un clic. J'ai allumé les lumières. Les murs étaient couverts de photos de moi, des photos de surveillance professionnelle. Moi marchant vers mon travail à la Défense, moi dans un café, moi dans l'immeuble de bureau de Lefebvre et Associés, moi sortant de mon appartement en portant des courses,
des centaines d'entre elles remontant à des années. Papa m'avait observé toute ma vie d'adulte. Sur le bureau, un dossier étiqueté en rouge confidentiel. À l'intérieur, un test ADN datant d'il y a 12 ans. Résultat pour Maxence Dubois, 0% de lien biologique avec Jean-Pierre Dubois. Mes mains se sont engourdies. Il y avait des dossiers médicaux de 2013. Maxence avait eu besoin d'une greffe de rein, un trouble génétique. Papa s'était proposé comme donneur. Les médecins avaient dit qu'il n'était pas compatible. Non seulement incompatible, aucun lien génétique. C'est à ce moment-là qu'il a ordonné le test. Il y avait des papiers de divorce enregistrés il y a 5 ans. Jean-Pierre Dubois contre Élodie Marchand, finalisé en septembre 2019. Ils avaient divorcé il y a 5 ans et il y avait une lettre, l'écriture de papa tremblante, écrite récemment. Mathieu, je t'ai laissé tomber. Quand ta mère est morte, j'étais brisé. Élodie est apparue 6 mois plus tard. Belle, charmante, exactement ce qu'un veuf en deuil avait besoin d'entendre. Je l'ai épousée trop vite. Je l'ai crue trop facilement. Maxence est né 1 an plus tard. Je l'ai aimé, je l'ai élevé comme mon fils. Mais quand il a eu besoin de cette greffe en 2013, les médecins m'ont dit la vérité, aucune compatibilité biologique, pas même proche. J'ai ordonné le test ADN. Les résultats m'ont détruit. Élodie avait eu une liaison. Maxence n'était pas le mien, mais je l'avais élevé pendant 14 ans. Il m'appelait papa. Comment pourrais-je dire que sa vie entière était un mensonge? Puis j'ai eu l'AVC. 3 mois après avoir découvert la vérité. Le médecin a dit que c'était induit par le stress. Élodie a tout pris en charge. Procuration, décision médicale. Elle m'a isolé, a contrôlé qui visitait, a filtré mes appels. J'ai essayé de te joindre. J'ai appelé ton numéro des douzaines de fois. Chaque appel bloqué, chaque message supprimé. J'ai divorcé légalement d'elle il y a 5 ans, mais elle n'a jamais quitté la maison. Elle a dit que cela traumatiserait Maxence. J'étais trop faible pour me battre. Alors, je t'ai regardé depuis l'ombre, j'ai engagé des enquêteurs privés, j'ai obtenu des photos, j'ai vécu à travers tes succès à distance. Tu es devenu tout ce que j'espérais que tu serais, honnête, travailleur, bon. Ce testament est ma dernière chance de remettre les choses en ordre, de te donner ce que tu mérites, d'exposer la vérité. Je suis désolé de ne pas avoir pu être plus fort, je suis désolé de les avoir laissés te pousser dehors. Je suis désolé pour tout. Je t'aime, mon fils. Toujours. La lettre se terminait au milieu de la phrase. Il est mort avant de finir. Je me suis assis dans ce bureau pendant 3 heures, lisant les documents, fixant les photos, essayant de comprendre. Papa savait depuis 12 ans que Maxence n'était pas son fils et il m'a quand même laissé partir. Il m'a quand même laissé croire que j'étais l'intrus. Mais l'AVC, la procuration, Élodie contrôlant tout, il était piégé. Il y a eu des pas dans l'escalier, lourds, délibérés. Maxence est apparu à la porte. Il a regardé les photos sur les murs, le dossier dans mes mains. Son visage est devenu blanc. Qu'est-ce que c'est? A-t-il chuchoté. La vérité. Il est entré, a vu le test ADN sur le bureau, l'a pris avec des mains tremblantes, l'a lu, ses jambes ont fléchi. Il s'est assis lourdement dans le fauteuil en cuir de papa. C'est faux? A-t-il dit. Ça doit être faux. C'est de 2013. Quand tu as eu besoin de la greffe de rein, papa s'est proposé comme donneur. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas compatibles. Le visage de Maxence s'est effondré. Il n'a jamais rien dit. Parce qu'il t'aimait de toute façon. Parce que tu l'appelais papa. Parce que dire la vérité t'aurait détruit. Alors pourquoi tu me montres ça maintenant? Pourquoi as-tu exigé un test ADN? Parce que tu t'es tenu devant 32 personnes et as remis en question ma légitimité, parce que tu as passé toute ma vie à me faire sentir que je n'avais pas ma place. Je me suis levé. Les résultats ADN arrivent vendredi. Quand Maître Lévy les lira, tout le monde saura. Maxence m'a regardé, pas avec colère, avec quelque chose de pire. De l'horreur. Le regard de quelqu'un dont l'identité entière volait en éclats. Maman est au courant, a-t-il chuchoté. Lis les papiers du divorce. Elle est la raison pour laquelle le test existe.
La lecture du testament était prévue pour vendredi matin. 1er décembre, 10 heures. Étude de maître Antoine Lévy, au centre de Paris. Suite d'angle, 14e étage. Fenêtre avec vue sur le jardin des Tuileries. Chaise en cuir, bureau en acajou, livre de droit tapissant les murs. Élodie était assise au centre, portant un tailleur noir, cheveux coiffés parfaitement, mais ses mains étaient serrées, crispées sur ses genoux. Maxence était assis à côté d'elle, mais sa chaise était écartée de 15 cm. Il ne lui avait pas parlé depuis qu'il avait trouvé le bureau. Je me suis assis de l'autre côté d'eux. 3 autres parents ont rempli les sièges restants, des cousins au second degré qui connaissaient à peine papa, mais qui étaient nommés dans le testament pour des sommes symboliques. Maître Lévy a ouvert sa mallette. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Avant de procéder à la lecture du testament de Jean-Pierre Dubois, il y a une question à traiter. Il a sorti une enveloppe scellée de Génélab. La salle est devenue silencieuse. Monsieur Dubois a ajouté une clause à son testament 2 ans avant sa mort. Le patrimoine, évalué à environ 45 millions d'euros, sera distribué exclusivement à ses enfants biologiques. Toutes les parties revendiquant l'héritage étaient tenues de consentir à un test ADN. Quiconque refusait perdrait sa revendication. Maître Lévy a pris un coupe-papier, a ouvert l'enveloppe. Les résultats sont les suivants. Mon cœur martelait contre mes côtes. Mathieu Dubois. Maître Lévy m'a regardé. Confirmé. 99,999% de compatibilité biologique avec Jean-Pierre Dubois. J'ai expiré lentement. Le soulagement m'a inondé. Élodie a lâché un petit souffle aussi. Toujours en attente. Maître Lévy a continué. Maxence Dubois. Il a fait une pause. Le silence s'est étiré. 0 lien biologique avec Jean-Pierre Dubois détecté. Maxence s'est levé d'un bond. C'est impossible. Il y a une erreur. Il a pivoté vers Élodie. Maman, dis-leur qu'ils ont tort. Dis que c'est une sorte d'erreur. Mais Élodie est juste restée assise là. Figée, la couleur quittant son visage. C'est un coup monté. A-t-elle crié. Maître Lévy a falsifié les résultats. C'est de la fraude. J'ai sorti le test ADN vieux de 12 ans du dossier. Je l'ai fait glisser sur la table. Alors expliquez ceci, ai-je dit calmement. Papa savait déjà. Il l'a découvert en 2013 quand Maxence a eu besoin d'une greffe de rein et qu'il s'est proposé comme donneur. Les médecins de l'hôpital Necker ont dit qu'il n'y avait pas de compatibilité génétique. C'est à ce moment-là qu'il a ordonné ce test. J'ai regardé Élodie. 12 ans. Il savait depuis 12 ans. Il a aimé Maxence de toute façon. La voix d'Élodie s'est brisée. Il l'a élevé. Il l'a appelé son fils. Madame. Maître Lévy a fait une pause. Ou devrais-je dire, Mademoiselle Marchand, puisque votre divorce de Jean-Pierre Dubois a été finalisé il y a 5 ans, vous n'avez aucune position légale dans cette procédure. Le visage d'Élodie est passé de pâle à gris. Maxence a fixé sa mère. Vous avez divorcé? Maxence, chérie, c'était juste de la paperasse, ça ne signifiait rien. Tu m'as menti? Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Par-dessus tout, je te protégeais. Élodie a tendu la main vers la sienne. Il l'a repoussée. Me protéger? La voix de Maxence est montée. Tu as passé toute ma vie à me dire que Mathieu était probablement illégitime. Tu m'as fait le traiter comme un moins que rien. Tu m'as convaincu que j'étais le vrai fils et qu'il était le faux. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Et tout ce temps, c'était moi. Maître Lévy s'est éclairci la voix. De plus. Monsieur Dubois a laissé une dernière lettre. Il voulait qu'elle soit lue à haute voix dans ce cadre. Il a sorti un document, a commencé à lire les mots de papa. La liaison, la tromperie, la découverte pendant la greffe, l'AVC, la procuration, Élodie bloquant l'accès, les photos de surveillance, le divorce, le testament comme acte final de papa pour exposer la vérité et me protéger. Quand Maître Lévy a fini, la salle était silencieuse. L'un des cousins s'est levé et est parti sans un mot. Les 2 autres ont suivi. Il n'y avait plus que nous, moi, Maxence, Élodie et Maître Lévy. Maxence était assis, la tête dans ses mains.
Je ne sais plus qui je suis. Tu es Maxence Marchand, ai-je dit doucement. C'est ce que tu as toujours été, mais papa t'a élevé, t'a aimé même après avoir su. Cette partie était réelle. Alors pourquoi m'a-t-il laissé en dehors du testament? Parce qu'Élodie t'a utilisé comme une arme. Parce qu'elle t'a empoisonné contre moi. Parce qu'il voulait que la vérité éclate et l'argent était le seul moyen de la forcer. Maxence a regardé Élodie. Qui est mon vrai père? Elle n'a pas répondu. Qui est-il? Marcus Bennett. Elle a chuchoté. Un collègue du cabinet. C'était une erreur. Une aventure sans lendemain. Il sait? Silence. Il sait que j'existe? J'ai dit que j'avais mis fin à la situation. Maxence a émis un son. Pas exactement un rire. Pas exactement un sanglot. Donc je ne suis le fils de personne. Jean-Pierre n'est pas mon père. Marcus ne sait pas que j'existe. Et toi? Il l'a regardé avec quelque chose proche de la haine. Tu as construit toute ma vie sur un mensonge. Maître Lévy a joint les mains. Le testament est clair. Le patrimoine revient entièrement à Mathieu Dubois. Maxence Marchand ne reçoit rien. Élodie Marchand ne reçoit rien. Il m'a regardé. Monsieur Dubois, avez-vous des questions? Juste une. Et la maison? Elle est à vous avec toutes les propriétés, investissements et actifs. Valeur totale, 45 300 000 €. Maxence ne s'est pas battu, n'a pas engagé d'avocat, n'a pas contesté le testament. Il est juste parti, a déménagé de la propriété 3 jours plus tard avec 2 valises et sa voiture. Élodie a essayé de le suivre. Il a dit que si jamais elle le contactait à nouveau, il demanderait une ordonnance d'éloignement. J'ai entendu par Maria qu'il a déménagé à Strasbourg, a changé son nom légalement pour Maxence Marchand. Il a recommencé à zéro. Élodie a déménagé sur la Côte d'Azur. Elle vit dans un appartement à Cannes. Nous ne nous sommes jamais parlé depuis ce jour dans l'étude du notaire. Je suis assis dans le bureau de papa maintenant, la pièce du 3e étage avec les photos toujours au mur. Je les ai fait encadrer. Un rappel que même quand je pensais être seul, quelqu'un veillait. Quelqu'un se souciait. Le patrimoine est transformé en une organisation à but non lucratif. La Fondation Dubois pour l'enfance défavorisée, avec des bourses d'études, une aide au logement et des programmes de soutien psychologique. J'ai gardé la maison, mais je n'y vis pas. Trop de fantômes. Je visite le week-end, je m'assois dans ce bureau, je lis la lettre inachevée de papa. Je t'aime, mon fils. Toujours. Toujours quoi? Toujours su? Toujours cru? Toujours espéré? Je ne le saurai jamais. Mais je sais ceci. L'ADN ne fait pas la famille. Le sacrifice le fait. L'amour le fait. Être présent le fait. Maxence a passé 31 ans à entendre dire qu'il était le fils de Jean-Pierre Dubois, à le croire, à construire son identité autour de ça. J'ai passé 18 ans à entendre dire que je ne l'étais pas. Quand la vérité a éclaté, nous avons tous les deux perdu quelque chose, mais j'ai gagné quelque chose aussi. La preuve que l'homme qui m'a élevé savait exactement qui j'étais. A cru en moi-même à distance. M'a tout laissé, non pas à cause du sang, mais à cause d'un choix. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre manuscrite sans adresse de retour contenant une phrase « Merci de ne pas m'avoir détruit plus que je ne l'ai fait moi-même. » Monsieur, je l'ai pliée. Je l'ai mise dans le tiroir du bureau à côté de la lettre inachevée de papa. Peut-être qu'un jour je répondrai, mais aujourd'hui je suis juste assis là, regardant les photos d'un homme qui m'a aimé assez pour se battre pour moi de la seule façon qu'il pouvait, par la vérité. La justice n'appartient pas au sang, elle appartient aux gens qui choisissent de rester même quand ils pourraient partir. Les gens qui se battent pour vous-même quand vous ne savez pas qu'ils se battent. Les gens qui vous aiment non par obligation génétique, mais par décision consciente. Jour après jour, année après année, papa aurait pu m'oublier. Il aurait pu laisser Élodie m'effacer complètement de sa vie, mais il ne l'a pas fait. Il m'a observé, m'a protégé de loin et a utilisé le dernier acte de sa vie pour s'assurer que la vérité, toute la vérité, éclate au grand jour. C'est ça la famille, pas l'ADN, pas les noms de famille, pas les héritages, c'est un choix. Et il m'a choisi. Commentaire, parfois, la vérité que nous cherchons n'est pas celle qui blesse, mais celle qui libère.
Elle nous rappelle que notre valeur ne dépend jamais du regard ou de l'approbation des autres. Apprendre à poser des limites saines est un acte de respect profond envers soi-même. La bienveillance, même face à l'injustice, nous permet de garder notre intégrité intacte. Chacun de nous a le pouvoir de réécrire son histoire, peu importe les mensonges du passé. Le chemin de la guérison commence souvent par le courage d'affronter ce qui a été brisé. Choisir la paix intérieure plutôt que la vengeance est la plus grande des victoires. Les vrais liens ne sont pas toujours ceux du sang, mais ceux du cœur et d'un choix conscient. J'espère que cette histoire vous inspirera à protéger votre propre paix avec douceur et fermeté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.